Gaspard Jaboulet, vous êtes directeur des études qualitatives au département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP. Bienvenue et merci. Et Christelle Lepresse, vous êtes déléguée générale de Vin et Société. Et alors, la proposition de cette intervention, c'est justement d'avoir d'abord un constat des tendances émergentes dans l'usage, au sens large, la consommation du vin et tout ce qui est autour à la fois usage et culturel, et puis des propositions, des perspectives pour la filière qui sont en écho et qui vont comme ça dessiner quelques pistes. Et je prendrai après quelques questions. Si vous en avez au fil de la présentation, n'hésitez pas à lever la main, comme ça je viens à votre rencontre et on prépare pour ensuite les poser à nos intervenants. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, nous, comme il a été dit, nous avons proposé une intervention en binôme, puisqu'en fait, ce sont des études sur lesquelles on va s'appuyer, qui ont été commandées par Vin et Société et pilotées par l'IFOP. Donc, on vous livre un duo à deux voix. Et on tenait déjà par commencer à remercier les organisateurs pour ce débat, qui est fondamental pour l'avenir de la filière viticole, bien sûr, mais aussi, on va le voir, pour les Français, parce que cette relation entre les Français et le vin, c'est une relation très particulière. Peut-être, Gaspard, tu veux dire un mot pour commencer sur les études, sur la... Ah, pardon. Hop là. Simplement pour expliquer l'origine de ces résultats, on a des sondages quantitatifs barométrisés, ce qui nous permettent de capter un peu les tendances longues sur la consommation du vin, la représentation d'autres alcools. On va voir, il y a des courbes intéressantes, et des études qualitatives. Donc ce sont plus des zooms méthodologiques où on va rencontrer des consommateurs pendant un temps long. On va mener des interventions d'1 heure, 1 heure et demie. Et ça représentait en tout ces 3 volets qualitatifs, vin et hommes, vin et femmes, vin et Gen Z, plus de 80 personnes rencontrées. Donc ça fait beaucoup de données à analyser. J'insiste sur le fait que les entretiens quali et les méthodologies qualitatives, elles ont parfois tendance à grossir un peu le trait. Et avec Christelle, je pense que dans cette présentation, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. L'idée, c'est vraiment d'expliquer d'abord ce qui ne va pas et ensuite de trouver des solutions qui sont aussi un peu radicales. Je me joins à Christelle pour les remerciements à la Cité du Vin et peut-être je m'excuse par avance pour cette présentation qui va être peut-être un peu dure à entendre parfois sur ce qu'on dit sur le vin, mais qui je pense, est proche de la vérité. Et qui doit être entendue. Alors, pourquoi le vin aurait-il besoin de nouveaux récits ? Gaspard en a parlé. Vin et Société conduit depuis maintenant plus de 10 ans un baromètre avec l'IFOP sur la relation qu'entretiennent les Français et le vin. Et finalement, on voit qu'on a un attachement très fort des Français au vin, avec des chiffres qui montrent que cette relation est au beau fixe. On a 94% des Français qui disent que le vin fait partie de l'identité culturelle de la France, 94% des Français qui trouvent que les vignerons ont un savoir-faire exceptionnel. Il faut le préserver. Mais quand on regarde de façon plus granulaire et quand on regarde par génération, on s'aperçoit que la différence entre les plus de 65 ans et les moins de 25 ans est importante et que la perception n'est pas tout à fait la même. Alors, beaucoup d'industries ou beaucoup de filières agricoles se satisferaient des chiffres qui sont tout de même exprimés par les moins de 25 ans, mais ce que cela pointe en creux, parce qu'on le voit à travers l'exemple de savoir si le vin fait partie de l'identité culturelle française pour les moins de 24 ans, et bien en fait on voit ils sont seulement 85% à le penser. Seulement, tout est relatif, ça reste un très beau symbole. Mais ce que l'on voit à travers les générations que vous voyez représentées par tranche d'âge, 25-34, 35-39, et puis au-delà de 65, ce que l'on voit, c'est que progressivement, on a sans doute eu une érosion un peu de la transmission et que cette crise de la transmission, elle peut nous conduire à un risque de patrimonialisation du produit vin. Et cette tendance, on l'observe également à travers le baromètre sur la relation des Français et du vin, à travers des indicateurs qui sont extrêmement concrets quand vous regardez la consommation... Ah pardon, ça n'a pas bougé. La consommation courante du vin, la convivialité autour du vin, la modernité du vin, qui a su évoluer avec son temps. Quand on croise la représentation qu'ont les Français du vin avec celle de la bière,
Eh bien, c'est sans appel. Vous regardez les tendances, on voit que il y a 10 ans, le vin était soit à égalité avec la bière, soit en tout cas légèrement au-dessus. Eh bien, au cours des 10 dernières années, on s'aperçoit que le vin est progressivement en train de passer en dessous d'un certain nombre d'indicateurs pour la bière. Et quand on regarde, par exemple, le fait que le vin soit consommé de façon courante, eh bien, il y a désormais 20 points d'écart entre le vin et la bière. Donc, on voit un glissement progressif où cette patrimonialisation, elle met en regard deux types finalement de cultures. Et on peut se dire qu'on a un glissement un peu, qui est déjà à l'œuvre, un glissement de la culture vernaculaire vers ce qu'on pourrait appeler la haute culture. La haute culture, c'est la culture sélective, sélectionnée, normée, qu'on a reçue par le biais de la connaissance. Ce matin, Olivier Jacquet parlait de très peu de mots utilisés dans le monde du vin dans les années 50. Désormais, en fait, on a un foisonnement du vocabulaire autour du vin et sans doute un vocabulaire qui met le consommateur à distance, là où par le passé, on avait une culture vernaculaire du vin, c'est-à-dire que on la recevait à travers les rites, le quotidien, si je puis dire, à travers les familles. Et donc, en fait, tous ces usages peuvent progressivement se perdre et nous amener à une autre tendance qui est le piège de la patrimonialisation avec celui de l'aversion pour l'innovation. Alors, on a des chiffres qui sont extrêmement clairs là-dessus. On le voit, en fait, la patrimonialisation, elle crée une forme de rigidité, une sorte de résistance, pas seulement auprès de la filière vin, qui finalement a l'habitude d'innover pour s'adapter, que ce soit au réchauffement climatique ou à d'autres sujets, mais auprès du consommateur, puisque le vin est perçu comme un objet totem, un objet symbole. Et donc, en fait, le consommateur a dans l'esprit que en tout cas, innover en matière de vin ou dans ses usages, c'est un peu trahir le vin. Et c'est vu de façon extrêmement claire dans le dernier baromètre, la 5e édition qu'on a réalisée l'année dernière. On a interrogé les Français sur le fait de savoir s'ils seraient prêts à boire du vin en cocktail ou du vin en canette. Je ne vais pas vous énumérer tous les items que vous avez sous les yeux, mais c'est une note sur 10 et vous voyez qu'il n'y a quasiment aucune proposition qui passe la moyenne. Et en plus, quand on zoome également entre les différentes propositions, on voit que chez les moins de 35 ans, eh bien, on voit aussi une nette différence entre les moins de 35 ans et les plus de 35 ans. Donc même les plus jeunes sont réticents à l'innovation, mais pas parce qu'en fait, de façon générale, ça ne colle pas à leur mode de vie. Bien sûr que ça colle à leur mode de vie, mais parce qu'en fait, on a créé un monde sacré, un objet symbole, et qu'ils ont l'impression de le trahir et de déroger aux règles du vin. Donc ce qu'on a construit en l'espace de 70 ans, on est sans doute capable d'impulser une marche différente dans les années à venir. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de nouveaux récits que Gaspard va nous aider à décrypter. L'équation est bien posée. Effectivement, on a un produit qu'on adore, il y a une très bonne image, mais on ne peut pas le toucher et il sort peu à peu du quotidien. Donc on est un peu piégé dans cette situation. Donc une des solutions, c'est de réfléchir à recréer une nouvelle culture du vin et peut-être 2 nouvelles cultures du vin au pluriel. Imaginez, donc là, quand on entend culture ici, on pense à la culture justement populaire, vernaculaire, la culture qui se transmet d'elle-même en fait, spontanément, sans mécanisme institutionnel. Alors on peut avoir un coup de pouce peut-être de la Cité du Vin, d'autres institutions, mais l'idée c'est d'imaginer une culture du vin qui soit vivante et qui se diffuse naturellement dans le corps social. Donc pour répondre... Ah pardon. C'est ouais. Ok. Pour répondre à cet enjeu de recréer une dynamique culturelle autour du vin, on a identifié avec Christelle 4 grands défis. D'abord, le défi de la visibilité. Comment le vin doit entrer en scène, à quel moment de la vie, comment il doit apparaître dans le destin des individus. Deuxième défi, c'est celui de la pertinence. Est-ce que le vin, aujourd'hui, il est cohérent, pertinent avec les modes de vie contemporains? L'accessibilité, autre défi majeur. Plus on a un produit qui se patrimonialise, évidemment, plus il a tendance à être impressionnant pour les consommateurs. Et donc, le nouveau récit du vin, ça doit être un récit accessible pour tout le monde, comme l'était le vin, on l'a dit ce matin d'ailleurs, interclasse, etc. Et dernier point, l'identité. Il faut pouvoir créer un récit qui mette en scène des personnages
auxquels les consommateurs vont pouvoir s'identifier. C'est important. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a un peu un problème autour de l'identité du buveur de vin dans les représentations sociales. Alors, pour revenir d'abord sur ce défi de la visibilité, je reviens sur ce qui ne va pas. Pourquoi le vin est peu présent à l'esprit aujourd'hui? Ce qui est fondamental, tout commence en fait dans la sphère familiale. Et c'est là qu'il se produit des choses importantes, qui s'est produit des choses importantes au cours des dernières années, c'est-à-dire qu'on a observé une érosion de la transmission intrafamiliale. Normalement, la famille, on voyait dans les familles une transmission, des gestes de transmission actifs de la culture du vin. Il y a de la transmission passive parfois, à travers le modèle alimentaire, etc. Le vin est transmis de façon implicite. Dans les familles, les parents parlaient du vin. Et il y avait une transmission aussi implicite parce que le vin était visible sur la table, donc c'était un élément culturel du décor quotidien, etc. Non seulement on transmet moins le vin, on transmet parce que les parents sont soucieux de faire de la prévention active, avec un discours développé autour de la prévention, et aussi de la prévention passive. On a constaté dans nos entretiens qu'on avait de plus en plus de parents qui essayaient de moins se montrer avec un verre d'alcool à la main auprès de leurs enfants. Donc ça, ce sont plutôt des bonnes nouvelles, mais ça enlève le vin des imaginaires du quotidien. On a 2 verbatims qui le disent très bien. Premier verbatim, un homme de 63 ans qui nous parle de son grand-père qui lui a transmis la culture du vin au moment de sa communion. Donc là, on a tous les ingrédients de la matrice culturelle du vin au sens traditionnel, avec le fond religieux derrière. Et on a ce verbatim d'un homme de 25 ans, donc beaucoup plus jeune, qui nous parle de son grand-père. Et ça, c'est pas du tout un épiphénomène, c'est-à-dire qu'on a constaté qu'aujourd'hui, c'est plutôt le grand-père qui prend en charge la transmission de la culture du vin. Alors c'est intéressant, on travaille avec des études qualitatives, donc des entretiens, mais on travaille aussi à partir de la culture mème. Pourquoi ? Parce qu'un mème, c'est une vignette avec une imagerie populaire, donc ça peut être un chef d'État, un personnage fictif d'animé, de film, et on va ajouter un petit commentaire humoristique. Et souvent, ça décrit un moment de vérité du quotidien. Plus un thème est présent, plus un mème est repris, circule, amendé, plus il décrit une vérité sociologique. Et ce motif du grand-père, on voit qu'il est omniprésent dans les représentations du vin. Donc c'est intéressant d'en parler parce qu'on parle de culture aujourd'hui. Là, on parle vraiment de la façon dont la culture populaire se déploie sur les réseaux sociaux. Et quelque part, c'est un bout de l'imaginaire du vin qui circule de cette manière sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est un enseignement utile à prendre en compte. Donc on sait que la transmission verticale des parents vers les enfants, ça va plutôt se dégrader dans les années qui viennent. La génération de grands-pères qui fait découvrir le vin à ses petits-enfants va probablement pas être remplacée. Donc il va falloir, pour ces nouvelles cultures du vin, qu'on réfléchisse à une transmission horizontale, c'est-à-dire au sein d'une même classe d'âge, entre des personnes, entre des communautés de pairs. Et on sait que c'est un mode de transmission horizontale qui est souvent très efficace, plus efficace que le mode de transmission verticale, dans le cadre des comportements alimentaires. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'il y a des concurrents qui sont très forts et la bière a tendance à prendre toute la place. Alors je ne vais pas lister tous les avantages qui font que chez les jeunes adultes, il y a un effet d'éviction du vin vis-à-vis de la bière, parce qu'il y a beaucoup d'avantages qu'on trouve à la bière. C'est souvent le plus petit dénominateur commun au sein d'un groupe de jeunes, donc forcément tout le monde s'aligne. Un avantage que je trouve intéressant, c'est la prédictibilité du goût. L'avantage économique, on y pense souvent, mais la prédictibilité du goût, c'est important parce que les consommateurs, ils nous disent, quand je commande un verre de vin, je ne sais jamais vraiment à quoi m'attendre. Et quand, avec Christelle, on est en train de faire une nouvelle étude où on voit que la jeune génération est particulièrement attentive aux critères organoleptiques, à la lisibilité organoleptique des produits. Donc là, il y a un vrai paradoxe, c'est-à-dire qu'on explore plein de nouvelles cuisines, les jeunes explorent plein de nouvelles cuisines du monde, etc., mais ils veulent des repères culinaires extrêmement précis. Et donc la bière répond, la plupart des bières répondent à cela. Concrètement, il y a un dépeuplement des verres de vin des terrasses, donc ça sort aussi le vin de l'espace public. Non seulement on le consomme moins, mais il sort un petit peu du quotidien, donc il disparaît. L'autre espace où le vin disparaît un peu, c'est les réseaux sociaux. Là, on voit qu'il sous-performe par rapport à d'autres candidats comme les cocktails qui fonctionnent très bien grâce à la forme des verres, grâce aux couleurs. On sait par exemple que le vin rouge, il y a une barrière de couleur. L'opacité du vin rouge fait qu'il circule un petit peu moins bien sur les réseaux sociaux. Et là aussi, il s'est passé, il y a une mutation un peu
de changement de paradigme sur les réseaux sociaux. Moi, je viens de la génération Facebook, c'est-à-dire qu'on documentait sa vie, on racontait un peu sa vie sur Facebook, et ça partait du réel et ça allait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça existe toujours, mais je pense que la vraie tendance qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on adapte son mode de vie, ses choix de consommation et ses comportements en fonction des templates esthétiques qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et c'est hyper important, c'est peut-être même plus important que le goût. Hein. On voit que les produits qui cartonnent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je pense au matcha, ne sont pas forcément des produits qui sont appréciés d'un point de vue organoleptique par les consommateurs. Donc voilà, il existe un récit qui doit s'écrire également sur les réseaux sociaux. Oui, comme le disait Gaspard, en fait, on est capable collectivement, puisque la filière vin, c'est 440 000 acteurs de la vigne et du vin, donc imprimer de nouvelles expériences pour le consommateur, ce besoin d'expérience renouvelée, et davantage partir du consommateur, de ce qu'il expérimente dans sa vie. Aujourd'hui, on voit que le vin a une place qui est extrêmement challengée. En revanche, on sait que, par exemple, la question du bien-être, la question du plaisir et de prendre soin de son corps est au cœur des préoccupations des consommateurs. Mais par exemple, le yoga dans les vignes, ce sont des activités qui se développent de plus en plus. Mais on est capable d'imaginer énormément d'activités dans les domaines qui offrent un cadre tout à fait propice. Non seulement l'activité, mais aussi de proposer des boissons plus faiblement alcoolisées. Vous voyez qu'il y a des acteurs qui l'indiquent directement sur la bouteille, un produit qui équilibre un temps long passé ensemble et puis un degré qui, pour son bien-être personnel, ça dépend du poids qu'on fait, hein, mais parfois c'est plus agréable d'avoir une boisson plus faiblement alcoolisée. On a un retour d'expérience aussi très récent en Angleterre et en Irlande, l'exemple de la casse beer, qui est un peu, j'allais dire, la bière à papa, peut-être un peu notre vin rouge à nous dans l'esprit du consommateur, une bière traditionnelle, une bière qui, pour le coup, avait une image un petit peu désuète, qui était en fût. Et bien, en fait, aujourd'hui, on voit qu'avec l'expérience du keg, et ben, en fait, elle revient en fait dans les pubs, et finalement, un goût qui a été jugé un peu désuet, et bien, est en train de reprendre sa place. Donc renouveler les expériences en termes de goût, de texture et autres, c'est possible, même pour un produit comme la bière qui semble avoir déjà beaucoup développé d'expérimentation. Gaspard en a parlé aussi, retrouver la visibilité, c'est aussi s'inscrire dans les modes de vie des consommateurs. Les modes de vie, c'est pas seulement la consommation, c'est aussi la consommation de vin, et c'est s'autoriser à consommer le vin autrement. Vous voyez des exemples là du vin en cocktail. Vous avez vu la faible adhésion des jeunes consommateurs ou même des plus âgés. Mais en fait, le consommateur ne sait pas forcément ce qu'il veut par avance, puisque par définition, c'est à nous de lui proposer aussi un nouveau récit et d'essayer de construire le moins d'entraves possible. Et on le voit en fait dans les enquêtes. Tous les gens qui sont le plus éloignés de l'univers du vin sont ceux qui se disent les plus positifs vis-à-vis d'expérimentation et notamment du mélange et de couper le vin. On le voit là avec le chardonnay par exemple. Mais le vin, c'est aussi tout ce qu'il y a autour de l'univers de la vigne. Donc ça peut être le marc de raisin avec lequel on fait des produits comme des gummies qui sont là pour le coup positives pour la santé. On a une tendance réseaux sociaux, exister sur les réseaux sociaux, évidemment, et ne pas être réticent à l'expérimentation qui, pour certains, peut être un peu horripilante, mais si ça nous ouvre des voies vers le consommateur, tant mieux. La grande tendance que l'on a vue sur les réseaux sociaux, sur TikTok, c'était le vin rouge mélangé avec une boule de glace vanille. Titre personnel, j'ai pas essayé, mais en tout cas, on voyait énormément de jeunes reprendre ça sur les réseaux sociaux. C'est aussi l'univers peut-être de la cosmétique. On a aussi l'univers de l'industrie à partir du marc de raisin, où on a vu des marques de baskets se développer. On a un univers qui est multifacette, qui est durable, et à nous de l'incarner sur les réseaux sociaux, et peut-être pas toujours de l'incarner avec le même récit. Deuxième défi, le défi de la pertinence, c'est-à-dire du rôle que doit se donner le vin pour être en phase avec les modes de vie contemporains. Aujourd'hui, on fait un exercice très simple, on demande dans les études qualitatives, on demande aux consommateurs quand est-ce que vous imaginez qu'il faut consommer du vin, quels sont les moments de consommation du vin. Et ils nous disent tous, en substance, c'est pour les grands événements, et là aussi on retrouve notre matrice culturelle patrimoniale avec un fond religieux bien souvent sur ces événements, donc c'est la cérémonie, mariage, etc.
Et ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que le vin ne prend pas en charge la partie festive de ces événements-là. Ce n'est pas associé à la fête, et on sait que c'est déficitaire dans les représentations et que c'est un problème parce que ça ne crée pas beaucoup de moments d'opportunité de consommation. L'autre moment de consommation très fortement perçu et relayé par les consommateurs, c'est pendant les repas. Mais là encore, il faut réfléchir à quel type de repas sont des repas plutôt familiaux. Les jeunes, ils nous disent c'est le repas du dimanche avec les parents, des repas carnés, des repas riches. On voit que l'assiette... Alors déjà, les repas familiaux, ça a un petit peu changé, puisqu'on sait qu'il y a de plus en plus de ménages qui vivent avec une seule personne, ce qui pose d'ailleurs la question du format des bouteilles, on va y revenir. Mais surtout, l'assiette des Français a profondément changé. Et le modèle alimentaire, c'était un véhicule de transmission implicite et indirecte de cette culture vernaculaire, spontanée du vin, qui se transmettait d'elle-même dans l'alimentation à travers des plats préparés qui, pour certains, contenaient du vin. Donc là, c'est un graphique, on a mis la blanquette, on aurait pu en mettre tellement d'autres, mais c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a un modèle alimentaire qui décline, en tout cas une appétence pour des plats traditionnels, pour être plus juste, qui décline. C'est un graphique par génération, et on voit que la génération Z déclare moins apprécier la blanquette de veau que la génération d'avant 1955. Et c'est intéressant de mettre cette courbe en rapport avec deux plats très populaires du monde asiatique, le ramen et le boboon. Idem, par génération, on voit que cette influence asiatique est beaucoup plus populaire chez les jeunes générations. On aurait pu prendre d'autres influences culturelles, d'ailleurs, d'autres pays, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a des couches culturelles qui se sédimentent et qui arrivent et qui modifient un petit peu les préférences des consommateurs. Et ce qui est intéressant et important de noter, c'est que ces préférences, elles se modifient au sein de différentes générations. Quand on voit la génération 86-95 n'exprime pas la même préférence que la génération 96-2002 qui, elle, préfère le ramen au boboon. C'est tout bête, mais ça dit quelque chose pour les prochains récits du vin. Ça veut dire qu'il va falloir investir les générations, il va falloir développer des cultures intragénérationnelles, en fait. Il n'y aura plus de culture transversale du vin, probablement, qui pourra parler à tout le monde. En tout cas, il y aura probablement d'autres sous-cultures du vin qui seront intragénérationnelles. Rapidement, un graphique important aussi, on entend beaucoup parler des fast-foods, on ne se rend pas compte du niveau de progression des fast-foods en France. C'est exponentiel, ça a dépassé, aujourd'hui ils sont plus nombreux que les restaurants traditionnels. Ça dit énormément de choses sur la transformation de notre rapport à l'alimentation. Elle est devenue plus mobile, etc. Mais aussi, on mange des aliments qui sont là encore moins facilement associés au vin. Et donc il y a une perte d'évidence culturelle du vin face à ces transformations alimentaires. Merci. Merci. Face à l'évolution et la mutation des assiettes et du repas, on a évidemment une nécessité de s'adapter et de libérer un peu les imaginaires du vin au niveau des associations mets et vins. Donc on vous a mis quelques exemples, des exemples qui sont tirés à la fois de campagnes nationales qui sont réalisées en France, comme celle du syndicat général des vignerons de Champagne, tout à fait en haut à droite. Mais on a aussi mis des choses un peu plus disruptives. Barefoot, aux États-Unis, a créé une association vin rouge et Oreo. Là encore, j'ai bien conscience que ça peut heurter le palais d'un certain nombre de personnes, mais en même temps, vous prenez immédiatement place dans l'imaginaire par rapport à une génération et surtout par rapport à la prédictibilité du goût que ça peut avoir et avec quoi ça peut s'associer. Avec quoi je vais boire ce vin-là, au moins là c'est écrit dessus. Et ça c'est une demande qui est constante de la part notamment des jeunes consommateurs, c'est la prédictibilité du goût, donner quelques informations extrêmement simples sur ce qu'on va trouver. Il y a évidemment le caractère nomade de l'alimentation qui a considérablement évolué. Nous, nos bureaux sont 12 rue Sainte-Anne, à côté de l'Opéra. Les gens se font livrer en fait dans le bâtiment en Uber Eats. Donc pourtant il y a à peu près, je pense, 250 restaurants dans la rue. Mais pour le coup, si on a une bouteille de 75 centilitres, eh bien en fait on a une difficulté à rencontrer leurs nouveaux usages et nouveaux modes de vie. Déjà que peu de gens consomment le midi des boissons alcoolisées, mais en plus nous n'avons pas le format adapté où chacun consomme son alimentation qui est propre. Ça, c'est une des évolutions qu'on a vues aussi dans les études, c'est que chacun peut manger, enfin, on peut manger à plusieurs, mais on va manger chacun quelque chose de différent. Donc la bouteille, elle ne fait plus le lien comme l'évoquait Gaspard. Parmi les autres besoins d'évolution, on l'a dit, essayer d'adapter
en dehors du moment de la table, avec des nouveaux contextes de consommation. On a peut-être aussi un peu laissé la place à d'autres, mais on peut tout à fait s'installer dans les concerts avec des produits, par exemple, de tireuses à vin. C'est assez facile à faire désormais avec les moyens technologiques qui sont les nôtres. Et d'essayer aussi, on l'a dit, des nouveaux formats. Vous voyez ici, Barefoot, encore eux, ont lancé des petits formats comme ça qui sont extrêmement faciles pour les pique-niques urbains. Et bien en fait, vous avez une matière qui est recyclable, qui vous permet d'avoir votre consommation individuelle. Donc consommation nomade versus notre bouteille de 75 centilitres avec un tire-bouchon. Donc on a pas mal d'opportunités. Gaspard là s'est amusé à faire un petit montage avec l'IA, d'inventer un produit, un granita à base de vin. Dans les festivals, en fait, c'est là où se créent les imaginaires pour les réseaux sociaux. Donc, inventons, soyons présents dans ces lieux-là, parce que c'est là aussi où se renouvelle le récit du vin. Accessibilité vers une consommation décomplexée. Donc, comme je le disais, à mesure que le vin rentre dans la catégorie bien objets culturels patrimoniaux, il a tendance à impressionner les jeunes consommateurs. C'est pas une surprise, mais je pense qu'on sous-estime à chaque fois le niveau, en fait, au point atteint par ce caractère impressionnant du vin. Il y a deux effets qui jouent, en fait. C'est un objet patrimonial, culturel patrimonial, donc quand on en parle, il est beaucoup plus impressionnant. Et on a moins de transmission familiale. Donc on connaît moins le vin, on connaît moins ses codes, on maîtrise moins le vocabulaire. C'est un objet impressionnant. On le voit là aussi dans la culture même. Et ce sont toujours les mêmes situations qui sont décrites par les consommateurs. C'est-à-dire qu'on voit, c'est le moment où il faut choisir un vin au restaurant, chez le caviste, des moments qui sont associés à de la gêne. Alors, ce sont des mèmes qui sont prolifiques, qui sont très drôles, mais c'est quand même un peu triste. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une gêne et une difficulté à aller vers le vin parce qu'on a le sentiment de ne pas connaître tous les codes et de ne pas tout bien maîtriser. Une nuance qu'on observe dans nos études et qui me semble importante, c'est que cette pression à la connaissance du vin, elle s'exprime un peu plus fortement chez les hommes, parce que le vin étant plutôt un produit masculin, les hommes ont le sentiment qu'il y a un attendu social plus fort les concernant, et d'ailleurs c'est au restaurant, c'est aux hommes souvent qu'on présente le vin. Et donc ça peut créer un sentiment de stress, de micro-stress, on va dire, plus important chez les hommes, et ça peut même contaminer le moment de dégustation, puisqu'on se dit, en tant qu'homme, il va falloir que j'émette un jugement, que je verbalise, que je trouve un mot compliqué pour décrire ce que je suis en train de boire. Alors je caricature un peu, mais c'est ce que nous racontent les jeunes hommes qu'on a rencontrés. À l'inverse, les études qualitatives menées auprès de jeunes femmes et de femmes montrent que la relation au vin, comme on est sur un objet plutôt masculin, elle est beaucoup plus décomplexée, et elle nous parle davantage du produit, de la texture, du plaisir, sans s'embarrasser de mots compliqués. Et donc, elle montre un peu la voie, j'ai envie de dire, sur la façon dont il faudrait, avec la culture du vin, avec laquelle il faudrait renouer, de simplicité, de goût, de spontanéité. Il y a la barrière symbolique et il y a la barrière organoleptique avec les tanins. Et c'est pas négligeable. Là aussi, on a des imaginaires qui sont très négatifs et retranscrits dans la culture même, avec cette idée que en fait, le problème, c'est que les consommateurs ont l'impression qu'un bon vin, c'est un vin qui est extrêmement tannique. Et eux ne sont pas préparés à ce goût-là au sein des familles. Donc c'est un effet de génération, comme j'ai dit, mais c'est aussi probablement un effet d'âge. Quand vous êtes jeune, vous n'êtes pas attiré par ce type de texture et de saveur. Mais donc, ça crée un rejet, ça crée un hiatus entre ce qui est considéré comme bon, ce qu'on devrait aimer, et ce qu'on aime soi. Et donc on a beaucoup de consommateurs, finalement, qui préfèrent aller vers d'autres boissons, comme disait Christelle, parce qu'il y a cette idée que le bon vin, il n'est pas forcément accessible et agréable. Donc, parmi les pistes qui ont été identifiées à travers les études, on a évidemment l'accessibilité symbolique à travers tout ce vocabulaire, cette prolifération de mots dans l'univers du vin qui consisterait pour le consommateur à vouloir essayer de dédramatiser la consommation de vin en essayant nous-mêmes de reprendre un certain nombre de termes décomplexés. On parle de vin de copain, de vin de soif, de vin glouglou, des choses un peu
un petit peu plus accessible que les qualités organoleptiques d'un produit, il est certain qu'on a besoin d'accompagner en fait les gens dans leur montée en connaissance, mais le moment où il faut franchir la première marche, eh bien, il faut avoir quelque chose qui soit beaucoup plus simple d'accès. On l'a dit aussi, des informations simples. Très souvent, les contre-étiquettes donnent des informations qui ont leur utilité, mais qui pour certains sont assez abstraites. Beaucoup de gens parlent, alors évidemment, de l'histoire. Bon, sachant que l'histoire, parfois, quand on déguste une bouteille, c'est pas tout à fait ce qu'on lit, mais a fortiori, on nous parle de la qualité des sols. Bon. Alors, la qualité des sols et la prédictibilité du goût, je pense qu'à mon avis, 99% ou 98% des consommateurs se souhaitent plutôt bonne chance en se disant qu'est-ce que ça va donner un goût argilo-calcaire, je n'en sais rien. Donc, davantage d'informations qualifiées, si le vin il est fruité, si le vin il est sucré, et puis avec la prédictibilité du goût, on l'a dit, si ça va être plutôt, je sais pas, abricot et autres, mais d'essayer de donner des informations qui soient claires aux consommateurs, ainsi que des informations sur le moment de la dégustation. On a parlé de renouveler les associations mets et vins. Eh bien, en fait, si ce vin peut être dégusté avec des cacahuètes, du riz, des pâtes, eh bien, en fait, il faut le dire, parce que le jeune consommateur a peur, en fait, de commettre des erreurs par rapport à ce monde de codification. Alors, en fait, avec Gaspard, on se disait que ça serait bien d'avoir un peu un parcours, j'allais dire, d'initiation du consommateur pour essayer de l'accompagner dans le parcours organoleptique, mais d'être beaucoup plus simple avec lui. Là, on a mis l'exemple d'une marque qui s'appelle Beatbox, qui permet, en fait, qui mélange du vin, mais sans dire que c'est du vin, et finalement, en fait, qui a une approche assez marketing du produit et qui finalement s'approche du consommateur avec les codes marketing qu'il connaît. On a parlé des réseaux sociaux, donc un autre chemin à emprunter. On a des choses aussi à base de cocktails, donc ça c'est quelque chose aussi qui est accessible au monde du vin. Des produits qui disent par avance ce qu'ils vont avoir comme goût, avec des goûts qu'on a vu ressortir dans les enquêtes un peu, on disait bodybuildés, c'est-à-dire qu'on va avoir chez les jeunes une vraie appétence pour quelque chose qui soit extrêmement fort, c'est-à-dire qu'on affiche la couleur de ce à quoi ça va ressembler. Évidemment, le bien-être, reprendre place dans un récit bien-être, parce qu'on parle souvent de santé, mais la bonne santé mentale et la convivialité, ça fait partie aussi de la bonne santé. Et puis, retrouver des formats qui nous permettent d'exister dans les usages et les modes de vie des jeunes consommateurs, notamment pour ceux qui se font livrer, ce qui nous permettra peut-être ensuite de les amener à cette fameuse bouteille de vin, parce que ça ne veut pas dire en aucun cas qu'on est là pour dire qu'il faut avoir un seul et même récit du vin. En revanche, il faut construire des étapes qui permettent aux consommateurs de rentrer dans l'univers de la consommation sans qu'il emporte avec lui un complexe de connaissances. La connaissance viendra avec le temps et avec l'âge. Et puis, la diversité des produits qu'on a à proposer dans la filière vin est essentielle à cet égard. Donc, essayons de construire quelques marches communes. Alors, quatrième défi, l'identité. Ça paraît un peu abstrait, c'est compliqué à expliquer, je vais m'appliquer, mais l'idée, c'est de dire, est-ce que l'identité du buveur de vin, elle fait envie, elle est aspirationnelle, comme on dit en marketing, est-ce qu'on a envie de ressembler à un buveur de vin Alors, on s'est rendu compte dans nos enquêtes que le vin était très performant pour fabriquer des identités collectives, des sentiments d'appartenance à plusieurs, donc l'État national, les régions viticoles, à tel point d'ailleurs que quand il y a eu cette publicité Barefoot avec Oreo, il y avait une levée de boucliers sur les réseaux sociaux en France, d'une petite partie des réseaux sociaux français, alors que c'est une pub américaine, qui venait défendre le vin en disant « mais c'est scandaleux, on ne peut pas boire du vin avec des Oreos ». Donc ça trahit bien le caractère patrimonial du vin, c'est-à-dire qu'on ne le touche pas, on n'en consomme pas, mais surtout ne le changez pas et n'innovez pas. Donc premier, et très fort pour fabriquer des identités collectives, sous-performant, on voit dans toutes nos enquêtes, pour fabriquer des identités individuelles. Alors, vous me direz, on consomme du vin parce qu'on aime son goût, pas pour d'autres raisons. En réalité, quand même, les comportements de consommation, de plus en plus,
sont des catalyseurs de signaux de qui on est, de nos valeurs, de nos modes de vie, de ce à quoi on veut ressembler. C'est d'autant plus vrai qu'il n'y a plus de grands récits qui structurent les appartenances collectives comme au XXe siècle, les grandes religions, les grands récits politiques. Et donc, il y a des écosystèmes culturels qui se créent autour de mini-tribus, qui se créent autour d'objets presque tribaux. Hein. Ça peut être des boissons, mais ça peut être plein d'autres choses. Et donc, ça, c'est pour dire que la façon dont on choisit un produit plutôt qu'un autre, c'est important parce que ça dit plein de choses de nous. Là, j'ai mis quelques exemples. C'est un peu l'archipélisation de la boisson. L'archipélisation, on en parle tout le temps en termes politiques et rarement en termes de comportement de consommation. Et pourtant, c'est extrêmement important, notamment pour les produits qui, comme le vin, ont une vocation universelle et transversale, ou en tout cas une culture, ont un héritage universel et transversal, c'est-à-dire qu'ils parlaient à une société qui était quand même assez homogène. Comment on fait quand on a un produit qui traditionnellement parle à tout le monde pour s'inscrire dans une société qui éclate en plein de petites bulles culturelles? Et là, on parlait de récit, parfois on a du mal à se figurer ce qu'est un récit dans le monde du marketing et de la consommation. Là, on voit que dans chaque bulle culturelle, il y a un récit. Il y a un personnage principal, il y a un décor, il y a une problématique, c'est-à-dire que la boisson répond, elle est pertinente, je reviens sur le point d'avant, elle répond à une problématique. Ça va être avoir de l'énergie dans les soirées techno avec le club maté, ça va être en bonne santé pour la communauté Pilate. Alors, tous les consommateurs de matcha ne font pas du Pilate, mais ils aspirent à ce mode de vie, ils souscrivent à ces valeurs, à ces esthétiques, ils se retrouvent dans de mêmes lieux. Donc c'est très important que le vin se pose cette question. Comment on fait dans les études qualitatives pour travailler sur ces imaginaires-là? On a un outil, ce sont les exercices projectifs. On demande aux consommateurs d'imaginer des profils de buveurs de vin. Et donc vous pouvez réfléchir aux profils qui vont apparaître, voir si ça correspond. Et on regarde si ces profils sont aspirationnels. Est-ce qu'on a envie de leur ressembler ou pas? Le premier profil, c'est le CSP+, donc c'est quelqu'un qui a une consommation de vin plutôt bonne qualité, plutôt cher. Voilà, est-ce qu'on a envie de lui ressembler? On va voir. Le bon vivant, donc ça c'est une image déjà d'emblée un petit peu plus sympathique. Donc c'est plutôt les vins de copains, la gastronomie, etc. Donc c'est une image qu'on devine aspirationnelle. Le problème, c'est que dans nos études, on voit très bien une rupture nette chez les générations Z. C'est que le bon vivant, la figure du bon vivant, elle dégénère systématiquement vers celle de l'oncle outrancier, c'est-à-dire vers celle de l'excès. C'est-à-dire que moi, j'appartiens à une génération où être un bon vivant, c'était encore quelque chose de valorisé. On voit bien que chez les jeunes générations, ce type-là, et on le voit dans les films d'ailleurs, hein, c'est intéressant, ce portrait-là existe de moins en moins ou sous des traits de plus en plus négatifs. Et donc on a une polarisation des représentations des imaginaires du vin entre la qualité avec une consommation très sophistiquée, distinctive, une consommation pour sortir de la masse, et une consommation de quantité qui est problématique pour des raisons évidentes. Est-ce qu'on a envie de ressembler à ces imaginaires? Bon, pour la partie de gauche, c'est assez rapide, mais ce qui est intéressant, c'est de mettre cette problématique de quantité en rapport avec les tendances qu'on observe dans la santé. On fait à l'IFOP mensuellement un classement des préoccupations des Français. Ça date d'avant la crise sanitaire. On voit que la santé, c'est soit en numéro 1, soit en numéro 2. Il y a un vrai changement à ce niveau-là. Donc c'est lié au changement démographique, bien sûr. On a un pays qui vieillit. Mais on voit que chez les jeunes générations, cette préoccupation santé, elle est majeure. Regardez, ils sont 2 fois plus nombreux chez les moins de 35 ans à faire le Dry January. 2 fois plus nombreux chez les moins de 35 ans à faire le Dry January. J'ai listé quelques tendances, on voit de Sober Curious, Sober Anniversary, de tendances qui témoignent d'une volonté de maîtriser, de choisir sa consommation d'alcool. Alors il ne faut pas opposer ça à la consommation d'alcool, simplement on va vers des comportements de régulation alimentaire qui vont autoriser de la consommation d'alcool sans doute de façon beaucoup plus sélective et dans des occasions beaucoup plus ciblées. Ce ne sera plus la consommation vin de table d'hier probablement. Si on regarde les imaginaires de la consommation distinctive, les incarnations qui sont véhiculées dans le cinéma, etc., elles ne sont pas si positives. Hein. Si on pense à Thierry Lhermitte, c'est pas génial. Ce matin, Madame Lemoine a déjà évoqué Ratatouille. Je trouve que c'est un très bon exemple. Le critique gastronomique de Ratatouille, c'est un personnage odieux, justement parce qu'il consomme de façon très froide, très analytique, et il redevient sympathique quand il connecte avec ses souvenirs. Donc ça rejoint ce qu'on disait au départ. Sur les tendances aussi, la consommation distinctive, les jeunes, ils l'associent à une consommation mature. Ils nous disent le vin, c'est quand on a réussi, c'est quand on est vieux, c'est quand on est un adulte.
quand on a un certain capital culturel, social, économique. Or, on voit, il y a beaucoup de tendances qui montrent que l'âge où on se sent adulte a tendance à reculer. Les facteurs qui poussent vers l'âge adulte, on voit, l'âge moyen du premier enfant augmente, l'âge du premier travail stable augmente, mais surtout, est-ce qu'on a toujours envie, est-ce qu'il y a toujours, la limite en fait avec l'âge adulte est beaucoup moins franche et le statut d'adulte est beaucoup moins clair et net qu'avant. On le voit très bien avec cette dernière donnée, l'âge moyen des joueurs de jeux vidéo, on passe en 2015, c'était 31 ans, 40 ans en 2023, et ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est qu'en fait ce sont les mêmes. Et donc il n'y a plus de loisirs qui sont attribués à une génération. On va pouvoir avoir les loisirs qu'on veut toute sa vie, mais donc c'est intéressant, ça veut dire que il n'y a plus d'automaticité dans la découverte de l'alcool parce qu'on est un adulte. Donc ça c'est important de le prendre en compte aussi, et ça rejoint ce qu'on disait, il y aura des cultures du vin probablement différentes selon les générations, c'est un résultat auquel on peut s'attendre dans les prochaines années. Comment s'adapter à ces nouvelles tendances qui sont très mainstream, notamment chez la jeune génération. Donc, pouvoir s'inscrire dans une recherche de mode de vie qui soit plus sain, c'est évidemment une tendance à laquelle déjà un certain nombre d'opérateurs sur le terrain ont répondu. Bien sûr, la filière vin déjà prône la consommation responsable, mais on voit qu'il y a des acteurs qui véritablement se sont emparés du sujet, et on a mis la campagne des vins d'Alsace qui dit si on a 51 grands crus, ce n'est pas pour les boire dans la même soirée. Donc, et on voit que cette campagne, elle a très bien fonctionné auprès des jeunes sur les réseaux sociaux notamment, parce qu'en fait, ça permet d'en rire un peu et de prendre un peu de distance par rapport au sujet. C'est assez amusant. On a vu aussi, on a parlé du wine yoga. Voilà, c'est une façon de reprendre place dans la vie des jeunes consommateurs, parce que c'est assez amusant. Et puis, la mention du degré alcoolique. Et il est aussi important de pouvoir se dire, on l'a vu, on a des nouveaux usages en la matière, de pouvoir produire des boissons qui sont plus faiblement alcoolisées. En tout cas, les ouvertures réglementaires vont pouvoir aller vers soit de la désalcoolisation partielle, soit totale. Donc on va pouvoir répondre à cette attente flexi-buveur qui correspond à une attente de bien-être de la part du consommateur. Et puis, voilà, on avait mis ces petits mèmes en renouvelant les ambassadeurs du vin et les imaginaires qui sont associés. Vous voyez, là encore, la culture du mème, notamment, est assez impitoyable avec le vin, puisque le vin rouge conventionnel à gauche et le vin rouge naturel à droite, un petit peu plus, on va dire, illuminé et un peu plus fantasque. Et on voit à chaque fois que le vin rouge est le vin qui est pointé face à des univers qui sont beaucoup plus incarnés et qu'il faut savoir aussi accueillir en termes de récit. Le vin naturel fait partie des tendances qui servent notamment le récit des nouvelles générations. Et puis, on l'a dit, un besoin de renouvellement et d'incarnation des visages de la filière vin, notamment aussi sur les réseaux sociaux. On a peu de jeunes vignerons qui se mettent en scène. En tout cas pas assez, et le plus fameux d'entre eux est Émile Codins, mais quand on a fait l'enquête, on a vu que les figures du monde du vin qui étaient associées, celles qui ressortaient le plus, c'était souvent des gens qui étaient morts en fait. Donc on s'est dit quand même on a un problème, alors qu'en fait on a des jeunes acteurs français par exemple qui aiment le vin, mais d'essayer de davantage renouveler et d'associer ces imaginaires ou de l'ouvrir à la diversité. On a mis effectivement cette série sur Netflix qui montre le parcours d'un jeune homme qui a envie de devenir sommelier alors qu'en fait rien ne le prédestine, mais on n'a pas assez de récits dans la filière viticole et dans l'univers qui est connexe pour permettre à d'autres personnes de s'identifier à cet univers qui pour le coup a énormément de richesse. Voilà, nous avons terminé. Alors, peut-être tu veux dire un mot pour répondre à la question finale ou non. En tout cas, on a fait notre maximum pour essayer de brosser les différents types de cultures et se dire que on en a pour tous les âges. On a la chance d'avoir des produits qui sont merveilleux. Donc, tous les récits sont devant nous, mais peut-être aussi à nous de mieux les intégrer en tant que filière, en tant que professionnels, pour parler avec les jeunes consommateurs et renouveler ces imaginaires. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors peut-être que vous pouvez rester encore quelques minutes avec moi parce qu'on va prendre quelques questions.
qui ne manqueront pas d'arriver sur ce sujet. Donc vous avez bien bousculé le... Alors on voit un peu les dessins d'abord. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des interventions, contestations? Et là, voilà. Alors, est-ce qu'il y a toujours le cube là? Oui. Ça y est, lancé. Hop. Super. Alors, d'abord, merci pour cette excellente étude. Elle est vraiment complète et elle renouvelle effectivement les images qu'on peut la façon dont on peut construire ces imaginaires dans l'avenir. C'était plutôt une question. C'est dans votre enquête, est-ce que vous avez senti une différence entre des jeunes urbains et des jeunes ruraux, ou des jeunes qui aiment se retrouver entre amis pour une promenade, une rando, et qui ont une bouteille de vin au format simple ou adapté, mais en tout cas qui se promènent encore à travers les vignes et qui pensent que c'est intéressant. Non seulement ils se promènent dans les vignes, mais aussi dans le paysage créé par les vignes. Ça, c'est autre chose. Et est-ce que ça a été mesuré? Parce qu'on ne le voit pas dans votre restitution. Alors pourquoi? C'est vrai que c'est une restitution un peu monolithique qui lisse ces effets de nuances. Et effectivement, on voit des différences très nettes entre les habitants de territoires viticoles ruraux, qui ont effectivement une consommation de vin, une présence à l'esprit du vin beaucoup plus importante, parce qu'elle est transmise dans la famille, parce qu'elle est implicitement dans l'écosystème autour de l'habitation, etc. Chez les urbains, ça va presque encore plus loin que ce qu'on présente dans les grandes métropoles. L'imaginaire du vin, il est presque encore plus dégradé. Donc c'est une moyenne. Mais donc oui, c'est difficile de restituer totalement ces nuances-là. Mais ce qui est important, je pense, c'est de se dire que le tempo, il est plutôt donné par les milieux urbains. Les tendances, elles viennent plutôt des milieux urbains. Et donc c'est intéressant quand même de se focaliser sur ce qui vient des milieux urbains, parce que ça contamine, mine de rien, la ruralité, même si, je suis d'accord, ça prend plus de temps. En fait, dans les études, ce qui ressortait le plus en termes de distinction, quand on a fait des zooms, notamment chez la génération Z, et aussi sur l'étude sur les hommes, c'était plutôt des profils un peu types, et c'était pas forcément... alors évidemment, il y avait une différence du fait que vous soyez exposé plus jeune à la culture de la transmission, et la transmission donc, du vin, mais ce qui ressortait plus fortement, c'était plutôt ce caractère clivant entre, finalement, moi j'ai reçu la culture du vin, et c'est un monde aspirationnel pour moi, de ceux qui n'avaient pas reçu la culture du vin, et ça pouvait être plutôt un monde à tenir à distance, ou alors un monde indifférent, qui finalement était à percer ou à pénétrer. Donc ça venait aussi de la différence de ce qu'on a reçu et de là où on vivait aussi également. Véronique Lemoine. J'ai une question, elle est quasiment de technique statistique ou de la façon de lire les statistiques. Dans une des toutes premières slides, en fait, quand... Hein? Oui, mais on m'entend trop, non? Bon. Oui, dans une des toutes premières slides, quand on voit les différentes générations et leur appétence, entre guillemets, pour le vin, on a l'impression qu'on part dans une catastrophe nationale, voire internationale, parce que les jeunes générations, au fond, ne s'intéressent pas au vin. Mais ma question, c'est, est-ce que les jeunes générations, de tout temps, ne s'intéressaient pas au vin? Parce que moi, à 18 ans, on m'aurait demandé... des éléments sur le vin profondément culturel, etc. Je ne sais pas si j'aurais tellement répondu mieux que cela. Dans le vin, il y a quand même toujours un apprentissage, alors qui se fait certes, comme vous disiez, par les grands-pères, les pères, et là, effectivement, il y a peut-être un chaînon manquant. Mais ça répond pour moi à un autre élément qui est celui que vous avez montré après, qui porte sur les joueurs de jeux vidéo. En disant oh bah oui, en 2015 ils étaient plus jeunes et maintenant ils sont plus vieux, bah, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a toujours des nouveaux et par contre les anciens restent. Du coup je me demande si ces générations qu'on voit en se disant oh là là, ils ne s'intéressent pas du tout au vin, au fond ils ne vont pas quand même arriver à s'y intéresser de façon un peu naturelle, par cette espèce d'aspiration qu'on a vue à travers le gars, il prend 3 avions par jour, il est incroyable, le bilan carbone, c'est pas génial. Mais bref,
voilà, est-ce qu'il n'y a pas un côté moins désespéré de lire la stat? En fait, j'allais dire à la fois oui, à la fois non. C'est-à-dire qu'en fait, on a des indicateurs qui nous montrent que, de toute façon, entrant dans l'âge adulte, on s'intéresse davantage au vin. Mais comme l'a dit Gaspard, comme on rentre de plus en plus tard dans l'âge adulte, avant l'âge adulte, 23 ans, vous pouviez assez facilement, il y a au moins 15 ans, vous aviez facilement déjà un travail, une expérience professionnelle et sur le point de vous établir. Aujourd'hui, on voit que l'adolescence, elle dure beaucoup plus longtemps et l'installation et le moment de la découverte du vin vient aussi avec cette installation. Et le décalage de cette installation, évidemment, elle fait perdurer dans le temps ce décalage. Mais il y a quand même un autre élément qui nous éclaire, c'est-à-dire que nous, on a ce baromètre depuis 10 ans et on le voit bien, mais on a les éléments de la consommation de vin. Quand on compare la consommation du vin des jeunes de 25 ans aux générations d'il y a 40 ans, c'est sans commune mesure. Donc en fait, ce sont les effets croisés à la fois des enquêtes statistiques qui sont représentatives de la population française et de ce que les Français déclarent consommer qui nous montrent très bien que ça ne veut pas dire que l'intérêt ne va pas être renouvelé, si on sait d'ailleurs comment en parler et quoi faire, mais on a tout de même une nette baisse de la consommation qui, pour le coup, est formelle, parce qu'on le voit dans tous les chiffres de la consommation, notamment pour ce qui concerne la grande distribution. Alors peut-être pour les jeux vidéo, je sais pas. Non, pour les jeux vidéo, ce sont les mêmes, c'est ça qui est intéressant, hein. C'est juste pour dire que les cultures jeunes contaminent les cultures adultes, donc ça c'est intéressant. Et sinon, pour répondre à votre première question, c'est vrai que c'est très difficile statistiquement de faire la différence entre les produits à effet de génération et les produits à effet d'âge. Et je suis d'accord avec vous, je pense qu'on est entre les deux. Il y a probablement, et d'ailleurs sur les tanins, ce que je disais, c'est pas que parce qu'on n'a pas reçu une culture du vin, c'est parce que tout simplement on n'a pas le palais qui est préparé parce qu'on est jeune et qu'on n'aime pas ça quand on est jeune. Donc vous avez raison, je pense qu'il y a peut-être un peu de nuance, en tout cas sur les résultats quali, qu'il ne faut pas... mais quand même, structurellement, par exemple, quand on voit que la matrice familiale transmet plus, on peut s'attendre à des conséquences. Je pense qu'il y a quand même suffisamment d'arguments logiques qui permettent de penser que les générations qui arrivent seront quand même moins préparées, mais auront toujours peut-être de l'intérêt, bien sûr. Et pour compléter, on avait fait des études aussi précédemment avec le Crédoc où on voyait en fait que le consommateur il emportait sa consommation. C'est-à-dire que le moment où vous rentrez dans la consommation, à un moment donné, vous allez emporter cette consommation et peut-être un peu la baisser parfois. Mais finalement, c'est une consommation, quand vous rentrez dedans, vous allez l'emporter. Et du coup, d'où l'importance du type de produit que vous allez consommer. Parce que c'est un produit que vous allez consommer durablement. Donc aujourd'hui, si les jeunes rentrent par la consommation de la bière, on le voit, le produit a tendance à s'installer aussi à table. Donc il est extrêmement déterminant d'être présent au moment où il rentre dans le moment de consommation. Et c'est en ça que c'est vraiment une question culturelle, puisque dans le monde culturel, nous avons le même sujet. Ah. Dans le monde culturel, on a le même sujet, c'est-à-dire celui qui ira avant 12 ans au cinéma, il ira au cinéma toute sa vie, et ainsi de suite. Alors, il y a une question. Oui, bonjour. Manon Missonger pour les syndicats de Châteauneuf-du-Pape. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Première partie de la présentation, vous avez présenté beaucoup de nouveaux modes de consommation, de nouvelles tendances. Et il y avait beaucoup de choses qui nous venaient plutôt des pays anglo-saxons, soit des États-Unis, soit du Royaume-Uni. Ma question est, est-ce que vous pensez qu'on peut construire ces mêmes imaginaires et ces mêmes récits dans le cadre de la loi française et de la loi E20 ? Alors, c'est une question que j'avais à l'esprit en construisant la présentation. On sait très bien que c'est pour ça qu'en fait, quand on parlait tout à l'heure de s'adapter au mode de vie, c'est un échange qu'on a eu avec Gaspard à ce sujet. Vous avez raison, la loi E20, elle nous empêche de faire un certain nombre de choses et notamment de construire un certain nombre de représentations qui pourraient être requalifiées de publicité. Mais néanmoins, quand on voit l'univers dans lequel on s'intègre, on est capable d'arriver à convoquer un certain nombre d'imaginaires. Et puis parfois, il y a aussi la construction de l'image du tonton gênant. C'est pas la loi E20 qui l'a construite, c'est la représentation du consommateur que l'on a eu au fil des générations. Je pense que ma génération, j'appartiens à la génération Y, a construit avec des gens qui pouvaient consommer jusqu'à 120 litres par an, ce qui construit pas une idée d'une consommation responsable non plus. Donc effectivement, la loi E20, elle nous limite sur un certain nombre de choses. En même temps, elle permet de faire des choses. Par exemple, permettre des jeunes vignerons d'être sur les réseaux sociaux et de se montrer créatifs par rapport à ce qu'ils font sur le terrain.
Ça, on peut le faire. Émile Codins l'a fait. Il a atteint des millions d'abonnés. Je pense qu'en fait, alors, je ne dirais pas que c'est à la portée de tout le monde, parce que sinon, ça serait simple. Mais néanmoins, il a réussi à intéresser des gens. Et lui nous disait, même des gens qui ne consomment pas d'alcool. Donc ça veut dire que la dimension culturelle du vin, on peut la reconvoquer à ce moment-là pour dire, moi, je fais ça, voilà, c'est à telle saison, on fait telle chose. On a des tas de récits à avoir. Et puis, désolée de reprendre cet exemple, mais... la bière gagne des parts de marché en France, là où nous en perdons, et elle a la même loi E20. Alors voilà, tout est encore possible, je pense. En tout cas, on veut y croire et on veut essayer d'impulser de nouvelles choses. J'ai une question. Alors, je ne sais pas si vous pouvez y répondre. En tout cas, merci pour ces deux présentations. Vous nous avez dit que la transmission verticale ne se faisait plus, enfin de père, de parents, dans la sphère familiale, on va dire, et que par contre, la transmission se faisait pour les jeunes de manière verticale, c'est-à-dire horizontale, pardon, c'est-à-dire entre eux. Et donc ma question, c'est, je me dis, est-ce que pour nos politiques, est-ce que les politiques publiques culturelles doivent accompagner, plutôt essayer de freiner cette rupture, on va dire verticale, et de réparer quelque part cette transmission qui ne se fait plus au sein des familles, au sein de l'école, je ne sais pas, ou alors accompagner cette transmission horizontale. En fait, parce qu'on pourrait se dire, il faut peut-être réparer, essayer de mettre en place des systèmes qui fassent que la transmission dans les sphères familiales, dans l'éducation, dans les politiques culturelles, ça continue à se faire. Ou alors se dire, c'est vain, de toute manière, les réseaux sociaux sont là, et il vaut mieux aller essayer d'accompagner ce que font les jeunes, de se placer dans leur bulle, parce qu'ils sont dans des bulles, on a l'impression, chacun dans son petit monde, et d'aller essayer de pénétrer leur petit monde plutôt. Et je ne sais pas si ça fait un monde meilleur pour demain. Voilà, c'est la question en gros que je me pose, moi. Si. Dis donc, là ça devient très philosophique. Allez-y. Merci pour la question. Je pense qu'on peut se dire les deux. Pourquoi exclure des modes de transmission ? On peut toujours essayer de recréer des modes de transmission verticaux, même si on sait qu'à une certaine génération, l'autorité peut aussi être quelque chose de challengeant et pas très très bien reçu. Les politiques publiques, je ne les vois pas tellement forcément accompagner le mouvement. Néanmoins, à travers des institutions comme les vôtres, on voit très bien qu'il y a aussi, c'est de partage, mais que c'est quand même une sorte de verticalité, puisque c'est un discours de connaissance, ou en tout cas d'expérience, qui vient vers potentiellement le jeune consommateur qui déjà fait un effort de venir s'intéresser. Mais comme vous retransmettez, du coup, c'est aussi potentiellement la possibilité de pénétrer chez lui. Et je pense qu'entre les pairs, PAIR, pour le coup, on voit énormément déjà de choses qui se développent sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est pas l'un ou l'autre, c'est fromage et dessert, je dirais. Il nous faut les deux. Non, peut-être juste insister sur la force de la transmission horizontale. Enfin, c'est vraiment, je pense qu'il ne faut pas... c'est décuplé par les réseaux sociaux, mais de manière générale, il y a du mimétisme qui est très fort chez les jeunes générations. Et donc là, quand je présentais les petites bulles culturelles, il faut bien prendre en compte que c'est au sein de ces différentes bulles culturelles que se fait l'apprentissage des différents produits qui étaient cités. Donc ces bulles culturelles, ce sont des vecteurs d'apprentissage et qui permettront de transmettre demain la culture du vin. Donc pour moi, un récit idéal du vin demain, il pourrait se passer du vertical pour être complètement sur des effets de génération et d'ailleurs dans plusieurs bulles en même temps. Ce serait un beau souhaité à filière. Il y avait une dernière petite question. Non ? Super. Je vous remercie vraiment beaucoup.